Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Reguetzazit, qui est docteur en géographie et en aménagement. Je vais passer la parole à ma collègue Claire Garnier, qui est avec moi et qui va animer ce petit temps d'échange avec Magali. Bonjour à tous. Alors effectivement, on a eu cette première partie où on a défini de quoi on parlait aujourd'hui en termes de risques. On vous a fait découvrir un site ressources sur toute la question du risque. Et ce qui nous a semblé intéressant aujourd'hui, c'était Marie en a un peu parlé, et finalement, quelle est l'influence du changement climatique sur ces risques naturels sur nos territoires et comment adapter nos territoires face à ces évolutions de changement climatique et de risques qui s'accentuent. Donc pour cela, on a sollicité une géographe qui travaille depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, sur les questions de risques naturels, de vulnérabilité, de résilience, d'adaptation et d'incertitude. C'est une enseignante qui est à l'École normale supérieure, qui fait de la recherche, qu'on entend fréquemment sur les ondes de Radio France, qu'on peut lire dans de nombreux journaux sur tous ces sujets-là. Et Magali Reguetzazit fait partie de l'équipe pluridisciplinaire d'experts du Haut Conseil pour le climat. Donc, il y a 13 experts dont elle fait partie pour vous indiquer, parce qu'on n'a pas forcément connaissance de cette instance. Donc, le Haut Conseil pour le climat, c'est une instance indépendante qui est chargée d'apporter un éclairage, donc donner des avis, des recommandations, des mesures sur toutes les mesures du gouvernement par rapport au climat, aux émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, on est ravis qu'elle ait accepté notre invitation. Bonjour Magali Reguetzazit, parce qu'on ne s'est pas dit bonjour en direct. Et puis, vraiment, merci d'avoir répondu positivement à notre sollicitation. On a préparé un petit peu avec Madame Reguetzazit cette intervention. Donc, je vais poser quelques questions à Magali Reguetzazit qui va y répondre. Et comme tout à l'heure, on aura un temps de questions après l'intervention. Donc, je commence. Madame Reguetzazit, vous avez été informée de tout ce qui nous a affectés en Gironde depuis plusieurs années, mais cette année a été particulièrement compliquée pour les Girondins. On a eu un orage de grêle au mois de juin qui a impacté 56 communes. On a eu des incendies immenses, plus de 50 000 personnes qui ont dû être évacuées, des inondations. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui se sont cumulées. Des menaces qu'on dit composites entre la vague de chaleur, les incendies, la canicule, la sécheresse, des arbres qui ne sont pas forcément en bonne santé. Enfin, voilà. Donc, tout ça mêlé fait qu'on a du mal en Gironde à répondre à ces urgences-là. Et on voulait savoir finalement si on devait s'attendre à une accentuation de ces menaces. Et finalement, quelles sont vraiment ces incidences du changement climatique sur ces risques naturels? Est-ce qu'il y en a et quelles sont plus ou moins les perspectives, quoi? Alors, bonjour à tous, merci de cette invitation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la commission qui vient d'être créée à l'AMF. J'ai beaucoup échangé avec les deux maires qui sont à la tête de cette commission et on va essayer de travailler ensemble justement parce que, vous l'avez constaté cet été, la donne est en train de changer et ce qui se passe, en fait, ce qu'on a vécu cet été est quelque chose qui aujourd'hui est bien documenté et le rapport du GIEC qui a été produit en 2022 indique maintenant avec certitude qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Pourquoi je dis dans les 20 prochaines années? Parce que, comme vous le savez sans doute, le changement climatique est lié à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre, mais il y a vraiment une relation très étroite entre la quantité de CO2 accumulée dans l'atmosphère et l'augmentation des températures. Autrement dit, aujourd'hui, le monde s'est déjà réchauffé depuis 1850-1900 à 1,1 degré.
Pour la France, c'est 1,7 degré. La France se réchauffe plus vite que d'autres territoires. Et ce réchauffement mondial, il est à 100% d'origine humaine. Pour la France, c'est un peu moins parce qu'en fait, on a aussi des effets de la variabilité naturelle. On va y revenir. Toujours est-il que ça signifie très concrètement que vous, moi, nos enfants, nos petits-enfants ne connaîtront plus jamais, je le répète, ne connaîtront plus jamais le climat que nous avons connu enfant. Et ça, c'est important de le dire parce que nous ne reviendrons pas en arrière. En tout cas, pas à l'échelle d'une vie humaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour deux raisons majeures. D'abord parce que nous continuons à ajouter du CO2 dans l'atmosphère et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, et on y reviendra sans doute, de ce zéro net émission, de cette société bas carbone dans laquelle il faut absolument qu'on fasse très attention à ce qu'on émet, qu'on capte le résiduel, qu'on essaie d'émettre le moins possible. Et puis, parce que ce CO2 qui est accumulé dans l'atmosphère, pour l'instant, on ne sait pas le retirer. Donc, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Et quand bien même on arrêterait d'ajouter, il faudrait encore aller chercher le surplus qu'il y a eu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le GIEC a établi d'autres certitudes sur la base de l'analyse de tout ce qui a été produit par les scientifiques depuis maintenant plus de 10 ans. Et on en vient à ce qui s'est passé en Gironde. La première chose, c'est que ce changement climatique a des conséquences documentées sur ce qu'on appelle les extrêmes. 3 types d'extrêmes. Les extrêmes chauds, ce sont les vagues de chaleur, et le département a été particulièrement touché. Juste pour vous donner une idée, en France, on n'a jamais dépassé on a dépassé une fois les 40 degrés dans les années 60, une fois dans les années 70. Je pense que quand vous avez connu l'été 2022, voilà. Côté canicule, nous avons eu autant de canicules en France entre 2006 et aujourd'hui qu'entre 1949 et aujourd'hui. Autrement dit, si on ne regardait que la variabilité naturelle du climat, le climat évidemment change chaque année, il y a des années plus chaudes, plus froides, on n'arrive pas à avoir ce qu'on a connu cette année et des phénomènes de chaleur aussi précoces que la vague de chaleur qu'on a connue au mois de juin étaient quasiment impossibles au début du XXe siècle. Donc, on a ces extrêmes chauds, on a aussi des extrêmes secs, et on l'a vu, ces extrêmes secs s'intensifient, avec en plus des possibilités de ce qu'on appelle des sécheresses pluriannuelles, ce qui d'emblée indique que si, par exemple, une sécheresse pluriannuelle, c'est quoi? C'est une sécheresse qui dure plusieurs années, ça veut dire que l'hiver, ni les nappes, ni les sols, ni les cours d'eau ne se rechargent en eau. Ça veut donc dire, par exemple, que l'ensemble des solutions de stockage qui reposent soit sur le stockage de l'eau de pluie, soit sur le pompage, se révèlent complètement inadaptées par rapport à ces sécheresses pluriannuelles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles, mais ça veut dire qu'elles trouvent leurs limites dans ce contexte-là. Et puis des extrêmes humides, alors on est beaucoup moins sûr là-dessus parce que les signaux pour la France ne sont pas encore complètement clairs, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'on a des risques accrus de précipitations orageuses massives avec beaucoup d'eau. Et ces précipitations, vous les connaissez, elles sont aujourd'hui terribles, notamment par rapport au réseau d'assainissement. C'est tout ce qui concerne le ruissellement urbain. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de fleuve ou de rivière, vous avez des débordements très rapides d'eau dans les rues qui peuvent causer d'énormes dommages aux biens des particuliers. Je pense aux voitures, aux caves évidemment, aux maisons qui seraient dans ces zones inondables, mais aussi aux réseaux, et en particulier aux réseaux d'assainissement qui sont plus en capacité d'absorber ces orages et donc qui vont déborder. À côté de ça, vous avez deux autres phénomènes. Donc, si vous voulez, ces risques extrêmes, ils vont être accrus en fréquence, en intensité, en précocité et en longueur. Et ce n'est pas proportionnel au niveau de réchauffement, c'est exponentiel. La canicule de 2019, dans un climat non réchauffé par l'homme, elle a une chance sur 50 de se produire par an. À plus 1,5 degré de réchauffement mondial, c'est une chance sur 10. À plus 2 degrés, c'est une chance sur 4. Pour vous le dire autrement, ça signifie que l'été 2022 va effectivement devenir un été normal dans les 20 prochaines années, puisque dans la trajectoire actuelle des émissions, le 1,5 est atteint d'ici en gros 15 ans et nous aurons dépassé les 2 degrés avant 2050. Donc, ce n'est pas la fin du siècle, c'est vraiment dans la fourchette du temps de l'aménagement d'un territoire qui incombe évidemment aux acteurs locaux. À côté de ça, vous avez effectivement ces tendances aussi des hivers plus doux, on le voit,
Même si aujourd'hui on a cette vague de froid, en fait cette vague de froid, ce n'est pas du tout une vague de froid et elle n'est pas du tout exceptionnelle, ce sont des températures normales. Mais évidemment, avec le changement climatique, on a des hivers plus doux, donc on s'adapte de moins en moins à ces vagues de froid qui deviennent plus rares, ça ne veut pas dire qu'elles n'existeront pas, hein, évidemment. On a des bourgeonnements beaucoup plus précoces. Et vous le savez, qui dit bourgeonnement plus précoce dit quand arrivent les gelées, parce qu'elles existeront encore, bien, des gelées sur du débourrage de bourgeons, et dans la région, vous connaissez bien avec tous les vergers qu'il y a, la viticulture, c'est catastrophique. Et donc, la remontée du niveau marin qui concerne évidemment le département. Et en fait, ce que vous avez derrière, ce sont des risques composites, c'est-à-dire un ensemble d'événements qui font que, par exemple, eh bien, votre tempête va accélérer l'érosion du trait de côte, sachant qu'elle-même, elle est accrue parce que le niveau de la mer monte. Et donc, vous avez comme ça ces effets en fait, d'amplification qui sont liés à la fois aux tendances et aux extrêmes. Et puis, il y a quelque chose dont on parle peu, mais qui vous concerne et qui nous fait sortir des risques naturels. C'est évidemment ce qu'on appelle les risques en cascade. Risques en cascade parce que vous allez avoir des risques qui vont concerner, par exemple, le bâti, sécheresse, retrait-gonflement des argiles, fissures, effondrement, atteinte au réseau, qui peuvent créer, par exemple, sur des réseaux critiques, des pannes. Et donc, vous arrivez sur le risque technologique. Mais vous pouvez aussi avoir des risques sanitaires. Vous le savez peut-être, vous avez parlé tout à l'heure des Alpes-Maritimes. Nous avons un foyer de dengue autochtone, c'est-à-dire que le moustique tigre, il est de chez nous, ça y est, hein, il vit, il s'est parfaitement acclimaté au climat. Un foyer de dengue et de chikungunya dans un département comme la Gironde, où on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de moustique, donc aussi de soins, de dépistage, ça peut devenir rapidement compliqué. Et donc, on a en fait cette espèce de cascade de risques qui font que les risques deviennent massifs, très coûteux pour les communes, parce qu'une partie, évidemment, des biens qui sont touchés ne sont pas assurés ou ne sont pas assurables. Parce que derrière, ce n'est pas que les particuliers, c'est aussi l'agriculture, avec des questions majeures d'indemnisation, c'est l'industrie, c'est évidemment la production d'énergie, et puis derrière, c'est tout l'emploi et le tourisme. Tourisme, parce qu'évidemment, vous avez tous les enjeux d'hébergement, d'attractivité. Emploi, parce que plus largement, vous ne pouvez pas travailler décemment quand les températures excèdent un certain niveau. Et donc là aussi, on en revient à des sujets très simples. Comment est-ce que vous faites travailler les gens avec des températures qui pourront atteindre les 50 degrés d'ici 20 ans l'été? Et quand bien même vous arrivez à les faire travailler en intérieur, encore faut-il qu'ils puissent se déplacer. Ça veut dire avoir des transports en commun qui sont climatisés. Ça veut dire avoir des réseaux d'eau qui fonctionnent. Ça veut dire... Donc, si vous voulez derrière, il faut bien comprendre que ce changement climatique, en fait, il ne crée pas. Il vient mettre une pression supplémentaire. Et j'en arrive à quelque chose, et je conclurai là-dessus, pardonnez-moi d'être un peu long, mais je veux vraiment poser le contexte pour que vous sachiez, voilà, vous soyez sûrs qu'on partage tous la même information. Aujourd'hui, un élu local a géré 4 problèmes. Le premier, c'est la gestion des crises et des risques. Vous en avez beaucoup parlé dans la première partie. Ça fait partie effectivement des missions de l'élu local. Il n'est pas seul, hein, il y a toute une chaîne hiérarchique de gestion de risque, il y a des documents, on pourra y revenir, il y a plein de choses. Il n'empêche qu'à un moment donné, quand la commune elle est affectée par l'inondation, la tempête, la mini-tornade, le Covid, etc., l'élu local et les maires sont en première ligne, car ils sont les derniers ou les premiers, je ne sais pas comment il faut dire dans la chaîne, remparts et garants de la sécurité des habitants et derrière, évidemment, des biens et des animaux, parce que dans des régions où il y a aussi beaucoup d'élevage, ça peut devenir extrêmement compliqué. Derrière, il faut aussi intégrer à cette gestion cette nouvelle donne du changement climatique, qui fait que les événements vont se multiplier, mais vont aussi se raréfier dans certains cas. Moins d'inondations, parce que moindre pluviométrie, beaucoup plus d'étiages estivaux, donc des problèmes d'eau, et puis une année, la crue arrive, elle est beaucoup plus forte, parce qu'elle est intensifiée. Avec en plus des décalages saisonniers, c'est-à-dire que ce qui se passait à l'hiver peut se passer au printemps, et vous avez bien vu, là on a des décalages, des incendies qui arrivent très tôt, qui arrivent très tard. Voilà. Troisièmement, il va aussi falloir réfléchir à l'atténuation de ce changement climatique. Parce que si vous avez suivi ce que je vous ai dit au début, tant qu'on continuera à ajouter des molécules de CO2 dans l'atmosphère, la température augmentera. Et on s'arrêtera quand on aura atteint le net zéro. Si on atteint le net zéro émission en 2050, ça sera 2050. Si on atteint en 2100, ça sera 2100. Et on s'arrêtera au niveau du thermomètre. C'est-à-dire que si on s'arrête à 3 degrés, eh bien on aura 3 degrés.
Et donc, évidemment, ça veut dire que les territoires vont devoir contribuer à la neutralité carbone et à la société bas carbone. Et vous voyez qu'on commence déjà à avoir des taxes carbone aux frontières. Donc, ça veut dire aussi derrière, et c'est le point central, c'est qu'il va y avoir des coûts majeurs à la transition. On parle aujourd'hui de coûts de transition. Pourquoi? Parce qu'il s'agisse d'atténuation ou d'adaptation. On va par exemple avoir des choses qu'on appelle les actifs échoués. Je vous donne un exemple très concret. Vous achetez aujourd'hui une voiture thermique. Vous équipez tout le parc communal de véhicules thermiques. Ces véhicules thermiques, leur disparition est programmée en 2035. En gros, vous fabriquez un actif échoué parce que très rapidement, vous n'allez plus pouvoir le vendre. Et c'est ça sur beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'investissements que vous allez faire, que ce soit des placements financiers, que ce soit des investissements dans du matériel, dans des infrastructures, dans du bâti, en réalité, si vous n'intégrez pas le climat qui change, eh bien, ces investissements peuvent très vite devenir, à échéance 10 ans, des actifs échoués. Construire aujourd'hui des bâtiments publics en zone inondable ou des réseaux en zone inondable ou en zone de retrait-gonflement des argiles, ce sont des bâtiments, ce sont des infrastructures qui seront inutilisables dans 10 ans, qui seront invendables, invalorisables. Et donc, ces coûts de transition sont absolument majeurs. Et ça veut donc dire que vous devez gérer quatre injonctions contradictoires, faire face à des urgences qui se multiplient, avec des populations traumatisées, avec des conséquences aussi très lourdes sur les finances publiques. Et on voit aujourd'hui les communes qui sont touchées, les remboursements, je ne parle même pas des particuliers. Deuxièmement, intégrer ce climat qui change et adapter. Je donne un exemple là aussi très concret, j'aimerais vraiment être concrète pour que, voilà, un été à 40 degrés, ça veut dire des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Ça veut dire qu'en fait, vous risquez d'avoir des déscolarisations massives dans les crèches, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, parce que vous ne faites pas dormir des enfants dans des dortoirs à plus de 40 degrés. Et on ne peut pas climatiser toutes les écoles, ne serait-ce que parce qu'à un moment, et vous êtes bien placé pour le savoir, les coûts de l'énergie vont être tels et la demande en énergie sur la climatisation sera telle que, outre le fait que ça réchauffe l'extérieur, c'est juste intenable du point de vue des finances publiques. Donc, ça veut dire que derrière, c'est toute la politique sociale, la politique éducative, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics élémentaires de la commune, à l'alimentation, à l'eau, qui est touché, avec des pressions sur l'eau potable, avec des pressions sur le logement et le mal logement. Et que dire des personnes sans domicile fixe, et que dire des personnes en situation de précarité, des familles monoparentales, etc. En fait, vous retrouvez tous les problèmes que vous avez à gérer au quotidien qui sont exacerbés par ce manque d'adaptation au changement climatique. S'ajoutent dessus les injonctions à l'atténuation et à la réduction des émissions, avec là aussi des effets de boule de neige parce qu'il y aura un renchérissement progressif des activités émettrices et des coûts carbone. Et derrière, en plus, vous devez compenser les effets de destruction d'emplois, de relocalisation, de déplacement, de reconversion de certaines activités. Le chantier, il est énorme. Le chantier est absolument considérable. Donc vous avez effectivement souligné ces quatre points centraux pour un élu. Donc avec cette idée-là que voilà, les leviers pour agir sur ces évolutions, c'était l'atténuation et l'adaptation. Et justement, par rapport à l'urbanisme, comment un élu finalement qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qui peut être préconisé dans sa façon de faire, quoi? Est-ce qu'il faut qu'il entame une démarche, qu'il associe des acteurs, qu'il révise son document d'urbanisme pour essayer d'arriver à s'adapter à cette nouvelle donne, à cette nouvelle tendance de fond? Alors, le tableau que je vous ai dressé, il a l'air apocalyptique, il n'est pas très puissant, on est d'accord. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a quand même des bonnes nouvelles et je vais vous en donner 3. La première, c'est qu'il existe déjà un ensemble de documents d'aide, de soutien. Vous en avez déjà vu quelques-uns. Et beaucoup d'entre vous, en réalité, font de l'adaptation et de l'atténuation comme M. Jourdain faisait de la prose. Parfois contraint. Il a fallu éteindre l'éclairage public la nuit parce que ça coûtait trop cher. Parfois aussi choisi.
ou parce que, par exemple, on a profité d'une inondation pour déplacer des niveaux techniques, pour rénover l'école, pour faire des choses, voilà. Donc, dans beaucoup de cas, en fait, il existe des choses et évidemment, la première chose à faire, c'est de regarder sur son territoire qu'est-ce qu'on fait déjà, parce qu'on fait beaucoup de choses. Deuxièmement, il faut bien comprendre que les mesures qu'on va prendre, ces mesures, en fait, apportent énormément de co-bénéfices. Et là, on a un problème de réorientation des investissements. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous allez dire, pour limiter, vous êtes en zone urbaine, et je vais parler aussi des zones rurales, parce que c'est le troisième point, quand vous êtes en zone urbaine ou dans des zones urbanisées avec un fort îlot de chaleur urbain, on conseille aujourd'hui la végétalisation. La végétalisation, et puis à côté de ça, on se dit, on va aussi essayer de baisser les émissions de gaz à effet de serre. On a fait des études à Lyon, c'est une thèse qui vient d'être faite, qui disait, voilà, on a beaucoup rénové aujourd'hui, c'est un des pôles majeurs de rénovation urbaine et thermique qui marche, en confort d'été, dans le logement social. Les bailleurs sociaux, en fait, ont pas mal investi dans certains quartiers et au moment des opérations de renouvellement urbain, les opérations en rue, ils ont isolé confort d'été les logements. Parallèlement à ça, la mairie de quartier avait développé des espaces végétalisés, des ombrières dans le quartier. Il se trouve que quand il fait très chaud l'été, il fait quand même plus chaud sous les ombrières que dans les appartements. Et pourtant, les personnes âgées sortaient pour aller sur les ombrières. Et en fait, on s'est rendu compte en les interrogeant que, oui, parce que toute l'année, elles sortent dans ces espaces publics de qualité. Parce qu'il y a des enfants qui jouent, parce qu'il y a d'autres personnes âgées, parce qu'il y a des gens qui viennent faire du théâtre de rue, de la culture, etc. Eh bien, ces personnes âgées, elles sortent et donc elles ne sont plus isolées. Elles rompent l'isolement. Elles retrouvent en fait des activités. Et on se rend compte que quand vous avez des espaces végétalisés dans la ville, l'espérance de vie augmente. Ce n'est pas le pouvoir de l'arbre. C'est simplement que derrière, ça permet de remettre des populations dans la ville, de relancer, je vous donne un autre exemple, et ça peut être par exemple pour l'articulation entre communes rurales et communes urbaines, vous allez développer de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est absolument merveilleux parce que non seulement vous avez une alimentation de qualité, avec des sols en meilleure santé, vous protégez l'eau, vous protégez la biodiversité, vous stockez du carbone dans les sols, vous pouvez rémunérer mieux les agriculteurs par des circuits courts qui vont aller dans les écoles. Eh bien, circuit court, ça veut dire que vous allez développer une meilleure alimentation pour les enfants, avec plus de légumes, avec moins de viande de mauvaise qualité, parce que souvent, ce sont les ménages les plus pauvres qui vont consommer de la viande, mais ce n'est pas de la bonne viande, c'est des bas morceaux. Vous savez, les steaks hachés à 20% de matière grasse. Et donc, derrière, vous allez réduire les problèmes de malnutrition, de malalimentation. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire du lien social aussi. Vous allez limiter les coûts pour la sécurité sociale. Vous allez développer des projets que vous faites déjà dans les écoles. Et vous allez aussi recréer du lien. Et donc, si vous voulez, on a un ensemble de co-bénéfices qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer. Autre exemple, dans les communes rurales, on est bien d'accord, les personnes âgées ne vont pas prendre un vélo électrique et on ne va pas coller des RER ou des métros dans des territoires, des communes isolées. En revanche, on sait aujourd'hui, par exemple, que vous pouvez avoir du transport à la demande en véhicule électrique, avec derrière des transports collectifs où, par exemple, vos personnes âgées qui ont été au préalable identifiées, celles qui ont le bip, sur lequel le repas à domicile, on va pouvoir aller les chercher chez elles dans des taxis collectifs et les transporter. Et dans ce taxi, elles vont pouvoir là aussi retrouver une sociabilité. Alors, ça peut aller pour être allé chez le médecin, pour aller au marché, pour aller accéder aux services publics ou simplement pour aller à une fête, à la salle municipale, etc. Et comme ça, en fait, on crée du lien aussi avec nos anciens, avec nos plus jeunes. Et donc, on voit qu'on développe aussi des métiers parce que ces métiers-là, c'est des métiers d'insertion. Il va falloir aussi développer des filières locales. Vous ne rénovez pas des bâtiments de la même façon en Gironde que dans les Hauts-de-France. On va pouvoir retrouver d'anciennes techniques, valoriser des patrimoines. Aujourd'hui, on sait par exemple que les maisons anciennes, elles sont souvent très bien isolées pour le confort d'été. Donc, si vous voulez, là aussi, ce sont des priorisations. Et ça veut dire du coup, et c'est le troisième point, que la première chose à faire, c'est des diagnostics de vulnérabilité et de ressources.
de vulnérabilité parce que, évidemment, il faut d'abord avoir un diagnostic des fragilités de la commune. Et là aussi, hein, on ne fait pas la même chose dans une commune de centre-ville que dans une commune périurbaine et dans une commune de rural, agricole ou industrielle, parce qu'en plus, il y a des différences. On ne fait pas la même chose sur un piémont de montagne et dans une vallée, et puis en littoral, évidemment. Mais par contre, avoir ces diagnostics de vulnérabilité et de ressources, ça permet de savoir et de se projeter dans le temps par rapport effectivement à cet aménagement qui est le nerf de la guerre. Et là, on pourra en parler dans les questions. Vous avez évidemment un point qui fâche, c'est aujourd'hui le zéro artificialisation nette, ce fameux ZAN. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la logique actuelle d'aménagement, le sol est une ressource. Planter des maisons, l'économie résidentielle, c'est beaucoup plus intéressant que de préserver les sols. Dans un climat qui change, ça ne sera peut-être plus le cas. On va avoir besoin de réserves foncières pour stocker le carbone, pour produire l'alimentation relocalisée, pour produire l'énergie, pour stocker l'eau, pas simplement dans des réservoirs aériens, mais stocker l'eau dans les sous-sols et dans les nappes, pour travailler aussi à développer un certain nombre d'activités récréatives pour permettre, si on a densifié par exemple les centres-villes, des espaces moins densément peuplés. Donc le sol devient une ressource. Et cette ressource, évidemment, elle doit être valorisée. Elle doit être valorisée. Il faut que demain, avoir une réserve foncière, ça rapporte plus que de planter des maisons. Il faut aussi derrière que ces sols soient entretenus. Et donc, ça veut dire aussi les métiers de la forêt, tout ce qui touche à la forêt et au bois, tout ce qui touche à l'agriculture, tout ce qui touche à l'élevage. Alors là aussi, avec des circuits courts, vous avez des moutons, la laine de mouton, c'est vachement bien pour isoler les maisons. Et donc, on voit en fait derrière comment on a des filières à reconstruire, territoire par territoire. Je conclurai en vous disant, en gros, c'est comme quand vous allez chez le médecin. Aujourd'hui, le diagnostic, il est posé par les scientifiques. Le diagnostic des maladies, si vous voulez. Les solutions, elles existent déjà, elles sont nombreuses, pas forcément connues, pas toujours accessibles. Elles ne sont pas que techniques, elles sont aussi juridiques, financières, fiscales, organisationnelles. Et donc là, il y a besoin d'appui et de travailler ensemble. Par contre, le choix, comme pour n'importe quel patient, c'est justement celui du patient. Aucun médecin ne vous imposera une thérapeutique. Il vous dira simplement qu'en fonction du malade, on ne va pas proposer les mêmes options thérapeutiques à une personne âgée et à un nourrisson, en général. C'est pareil entre territoires. En fonction du malade, il y aura des solutions différentes, mais c'est ensuite au malade de choisir ce qu'il préfère par rapport aux effets secondaires, mais aussi par rapport aux bénéfices qu'il peut en tirer et par rapport aux ressources qu'il a. Et c'est pour ça que derrière, on retrouve du politique. Parce que cette transition, puisqu'on parle de ça depuis maintenant un petit moment, cette transition, c'est une transition qui se traduit par l'aménagement et par l'urbanisme, mais c'est d'abord un projet politique qui se construit sur le territoire avec les acteurs privés, avec les acteurs publics, avec les associations et avec différents modèles. Et dans certains cas, ça sera de la démocratie participative, dans d'autres cas, ça sera l'élection, dans d'autres cas, ça sera de la construction avec des syndicats. Ça se décide pour le coup territoire par territoire, dans un cadre commun, avec des objectifs communs, sachant évidemment que vous êtes solidaires les uns des autres et que si la commune en amont fait n'importe quoi, c'est la commune en aval qui trinque, évidemment. Donc voilà, vous avez parlé de solutions d'adaptation et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de maladaptation aussi. Hein, c'est un peu ce que vous disiez, quoi. C'est qu'on propose des solutions d'adaptation qui finalement, sur le long terme, ne vont pas perdurer. Est-ce que, enfin, quelle question, en fait, quand un élu doit prendre une décision pour un aménagement, est-ce qu'il y aurait des questions un peu type qui pourraient se poser en se disant, voilà, si je pose cette question-là, je vais identifier si mon adaptation va tenir la route, va être juste et va être tenable dans le temps, quoi. Alors, est-ce que je me suis fait comprendre? Alors, il y a plusieurs points à regarder. La première, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas efficaces. Voilà, ça existe.
Par exemple, quand vous faites de la rénovation énergétique ou thermique, on s'est rendu compte que certaines rénovations, parce qu'elles ne sont pas évaluées après coup, vous avez investi dans la rénovation et vous étiez âgé, vous restez âgé, quoi. Deuxièmement, est-ce qu'elles sont efficientes? Efficientes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des solutions qui sont ultra efficaces, mais par rapport au risque encouru ou aux bénéfices retirés, ça ne vaut pas forcément la peine, hein. Vous n'allez pas prendre un marteau-pilon pour écraser un moustique. Ça n'a pas de sens. Et donc, il faut commencer à regarder aussi dans ces coûts-bénéfices, pas simplement le coût financier, mais la rentabilité à moyen et à long terme, les niveaux d'endettement, mais aussi les impacts écologiques, sociaux et économiques. Troisièmement, il faut se demander si est-ce que c'est faisable. Parce que là aussi, vous avez des solutions qui sont efficaces, efficientes, mais qui ne sont pas faisables. Parce que, par exemple, déplacer des personnes âgées qui sont situées dans des zones à haut risque, ce n'est pas forcément faisable. Dans certains cas, il vaut mieux se dire on attend un petit peu. Je donne toujours l'exemple des cimetières. La question des cimetières, elle est extrêmement importante parce que ces cimetières sont souvent dans des zones à risque. Quand vous avez des inondations sur un cimetière, ça donne des choses pas très sympathiques. Donc, on va demander de protéger les cimetières ou de déplacer les cimetières. Vous connaissez le problème. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a aussi la question de la justice. Alors, la justice, c'est très particulier parce que la justice, c'est d'abord un sentiment de juste et d'injuste. Autrement dit, la justice, c'est pas simplement, c'est pas l'égalité, c'est l'équité. Et donc, ça veut dire comment est-ce que je répartis les efforts et les bénéfices de façon perçue comme juste. Et là, on entre vraiment dans du politique. Et le curseur ne sera pas mis de la même façon. Par contre, il va falloir prioriser. Il va falloir accompagner certains. Il va falloir aussi pénaliser d'autres, dire là, j'arrête de construire. Ça va se poser notamment par rapport à des questions sur la relocalisation. À quel moment on décide que telle partie du territoire n'est plus habitable parce que c'est trop dangereux? Ça veut dire aussi, et on en revient par exemple au coût des bassines, dépenser de l'argent et investir dans une infrastructure qui risque d'être obsolète d'ici 5 ou 6 ans, dans certains territoires, c'est absolument nécessaire parce que sinon, tout s'effondre. Dans d'autres territoires, parce que des choses sont déjà engagées, on peut peut-être accompagner différemment les choses. Et donc ça varie évidemment en fonction de la démographie de la commune, en fonction de l'histoire de la commune. Des communes en général qui ont été frappées par des risques majeurs sont beaucoup plus enclines à investir dans la protection que des communes qui ont été épargnées. Par exemple, là, je vois dans le chat une question. Effectivement, comment d'un côté, on densifie et de l'autre, on végétalise? Il y a des solutions techniques, bien sûr. Ces solutions techniques, elles doivent être aussi parfois expérimentales parce que végétaliser dans un climat qui change, ça veut dire par exemple que dans certains cas, les espèces que vous plantez ou que vous allez planter, elles ne pousseront pas. Il faut avoir par exemple conscience qu'en Gironde, l'été, il faudra arroser. Donc, il faudra avoir de l'eau pour arroser parce que sinon, ça ne tient pas. À 50 degrés, ça ne tient pas. Même si vous mettez des cactus, je veux dire, à un moment, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire aussi que vous allez devoir arbitrer entre des infrastructures de stockage de l'eau qui coûtent très cher et puis de l'autre côté, leur utilisation. Parce que quand vous avez immobilisé du capital et que les sécheresses commencent en mai-juin, même si elles ne sont pas sévères, on va avoir tendance à vouloir utiliser l'eau. Quand vous allez avoir des rendements agricoles qui s'effondrent parce que les rendements agricoles, quoi qu'il arrive, vont baisser, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à vouloir augmenter les surfaces cultivées pour compenser la perte de rendement? Si vous augmentez les surfaces cultivées, vous augmentez les besoins en irrigation. Donc, ce sont des arbitrages à faire et là aussi, ça va dépendre évidemment de la configuration de la commune. Il y a des endroits où on va pouvoir reconstruire et densifier. Et la densification, ce n'est pas la cage à lapins. Dans d'autres cas, on ne va pas pouvoir. J'entends aujourd'hui beaucoup d'élus me dire « Oui, mais madame, il y a cette fameuse loi SRU avec le 20% de logement social. Alors, si moi, je dois faire le ZAN et le SRU, je ne construis plus que des HLM. » Là aussi, on sait bien d'abord que certaines communes payent des pénalités absolument monstrueuses sur cette SRU et que le logement social, ça peut justement être dans l'occasion de la rénovation urbaine, de la reconstruction, de la densification, avec de la mixité. Et dans le logement social, ça peut être par exemple du logement sur des petits employés, des personnels qui vont être nécessaires. On va par exemple avoir besoin de développer un maximum des services à la personne. Parce que dans ces périodes de risque, on a besoin d'accompagner.
Donc, ça veut dire, par exemple, que c'est, je pense, aux communes rurales, les infirmières, les aides à domicile, les soignants, les équiper très vite en véhicules électriques plutôt que de subventionner de l'essence. Le prix qu'on met aujourd'hui à subventionner l'essence pourrait permettre d'acheter des véhicules hybrides ou des véhicules moins émetteurs. Donc, vous voyez tout ça, et on retrouverait le même problème sur les ZFE. On peut se donner un peu de temps et un peu de délai. Il faut savoir qu'à un moment, si on n'agit pas, de toute façon, le couperet va tomber. Ensuite, sur une solution d'adaptation, au-delà des co-bénéfices à regarder, et je vous l'ai dit, ils sont nombreux, il faut toujours regarder deux choses. Est-ce que vous verrouillez les émissions? C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des solutions qui sont efficaces, mais tellement énergivores qu'en fait, vous verrouillez pendant des années les émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas, par exemple, du dessalement d'eau de mer. C'est le cas des canons à neige. Vous n'êtes pas trop concernés, mais les canons à neige, c'est ça. Et puis, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les maladaptations. Ce sont en fait des solutions qui permettent de répondre à l'urgence et qui, répondant à l'urgence, empêchent des pratiques de transformation. C'est ce que je vous disais dans beaucoup de cas sur tout ce qui est ouvrage technique, la digue, l'ouvrage d'irrigation par stockage, le générateur électrique de substitution. En fait, ça verrouille des pratiques qui sont insoutenables. Soit parce qu'il y a des effets rebonds. Vous allez, par exemple, bien isoler des logements, les gens vont continuer à chauffer beaucoup plus. Donc, vous ne perdez rien. Vous allez installer des infrastructures de stockage de l'eau, vous allez voir une augmentation des cultures irriguées. Vous allez développer des nouvelles sources d'énergie. Vous allez avoir une densification autour qui va faire que vous n'aurez pas de changement au niveau de l'usage des sols. Vous voyez, la digue, par exemple, on le connaît bien. La digue, on va se mettre derrière la digue pensant qu'on est protégé. Donc, vous densifiez derrière la digue. Résultat, quand la digue, elle cède, et vos voisins de Vendée ont des souvenirs encore terribles de ce qui s'est passé, ça crée des problèmes. Avec en plus un problème qui est celui des élus locaux, c'est que vous devez souvent gérer les héritages de 30 ou 40 ans d'urbanisme ou d'aménagement ou de désaménagement qui ne sont pas les vôtres. Et donc, il y a des choix qui ont été faits dans le passé. Sachez simplement une chose, c'est que quand on parle de maladaptation, la plupart des maladaptations résultent de choix politiques. Donc, il n'y a pas une... Il y a aussi évidemment besoin d'accompagner les populations, d'accompagner les acteurs par de la consultation, par de la négociation, par de l'écoute, par des solutions alternatives. En gros, ce que dit le GIEC, c'est assez facile. Éviter quand on peut éviter. Quand on ne peut pas éviter, essayez un maximum de substituer par des choses qui sont déjà décarbonées ou faiblement émettrices en carbone. Si ça n'est pas possible, essayez au maximum de réemployer, de réutiliser. C'est pour ça qu'on parle de reconstruire la ville sur elle-même, les friches urbaines, parce que de toute façon, il va y avoir des abandons de territoires. On ne pourra pas continuer à habiter certains territoires. Et puis, quand ce n'est pas possible, quand c'est vraiment pas possible, eh bien là, effectivement, c'est la solution technique palliative qui permet d'accompagner, d'atténuer le coût de la transition. Ça doit être la solution de dernier recours. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas substituables. Que ça soit sur l'énergie, que ça soit sur l'alimentation, que ça soit, que ça soit sur les bâtiments. Aujourd'hui, par exemple, on est obligé de climatiser des salles dans les maisons de retraite, dans les écoles. On n'a pas le choix. Si vous comptez sur la climatisation pour faire face à ce qui se passe dans 20 ans, ça ne marche pas. La climatisation, en gros, c'est le patch ou la cigarette électronique pour le fumeur qui doit arrêter de fumer brutalement. Alors, une note d'espoir. Voilà, est-ce que on voit que il y a beaucoup de signaux qui sont au rouge, qu'il y a des élus qui ont il y a eu beaucoup de démissions des élus locaux ces dernières années. Alors, essayer de conclure sur quelque chose de en disant qu'il y a peut-être des territoires qui sont en train de s'adapter et on voit déjà des effets positifs. Alors, il y a plein de choses d'abord avec des effets positifs et comme je vous le disais, les co-bénéfices sont énormes. Et vous voyez bien aujourd'hui avec la crise énergétique que si on avait embrassé cette question de la transition, et je vois la question sur les risques nucléaires, au-delà du débat nucléaire, pas nucléaire, alors que le mix énergétique français est à 80% composé de fossiles, on n'en serait peut-être pas là.
Voilà. Que si on avait anticipé la crise Covid, alors que depuis 20, 30, 40 ans, les collègues disent attention, il y a des risques de pandémie, et qu'à chaque fois on a serré les fesses et c'est passé, cette fois-ci on se l'est prise, on n'en serait pas là. D'abord, il y a des choses qui avancent beaucoup, qui avancent bien, et beaucoup de territoires aujourd'hui sont moteurs. Et en travaillant aujourd'hui, vous préparez l'attractivité et la survie du territoire à échéance de 10 ans. Je ne le dis pas de manière… voilà, je le dis parce que c'est documenté, c'est prouvé. Ce climat qui change, je vous l'ai dit, on ne reviendra pas en arrière. Et donc, la question, c'est comment est-ce que votre territoire est habitable, non pas à 30 ans, mais à 10 ou 15 ans. Et les choix d'aménagement qui sont faits aujourd'hui et dans les 5 prochaines années vont conditionner les 15 prochaines années. Voilà. Donc, ensuite, évidemment, les communes ne sont pas seules. Et c'est ce que j'ai dit aussi, la nécessité de travailler aujourd'hui entre collectivités, alors de façon verticale, hein, avec les départements, mais aussi entre communes. Et c'est pour ça, par exemple, que les associations de maires sont extrêmement importantes, parce que ça permet de partager des savoir-faire, des compétences. Et je pense qu'on ne mesure pas assez les compétences métiers qu'il y a sur ces territoires, en termes d'artisanat, en termes de savoir-faire agricole, en termes de savoir-faire industriel, en termes aussi de solidarité. On a vu avec le Covid les capacités, ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation sociale. Moi, j'aime pas ce mot innovation sociale, ça veut tout et rien dire. Il n'empêche que on voit qu'il y a des éléments de solidarité. Quand on parle des communes rurales et des petites communes, il faut bien avoir conscience que ces communes pourraient être dans les 20 prochaines années les Eldorado français, parce que c'est là où il y a du sol, parce que c'est là où l'eau peut être stockée, parce que c'est là où il y a biodiversité, parce que c'est là où demain on pourra faire des puits de carbone. Et ce carbone, la capacité à stocker du carbone va devenir un service exactement comme le service de l'eau. Aujourd'hui, vous avez des concessions de délégation de services publics à des régies ou à des privés pour assurer l'eau. Demain, on devra faire ça plus le carbone. Ça fera partie des services. Et donc, la valorisation des sols est extrêmement importante. La valorisation aussi des patrimoines. Demain, évidemment, des territoires dans lesquels le logement n'est pas isolé, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas des services publics de qualité, ils ne sont pas attractifs. On renvoie aussi l'évolution avec l'arrivée du TGV à Bordeaux. Je regardais… parmi les maires, le Bouscat, pour y être allé. Voilà, on voit bien comment aujourd'hui, on a des mouvements de population qui arrivent. Donc, ça a aussi des conséquences foncières, ça a des conséquences d'exclusion par rapport à un certain nombre de populations. On va aussi évidemment avoir beaucoup de populations qui sont dans des situations de précarité de plus en plus importantes par rapport à l'énergie, que ce soit sur le logement ou le transport. Mais derrière, il y a vraiment la possibilité d'avancer pour du mieux vivre. Ce que démontrent clairement les travaux scientifiques, c'est que d'une part, l'atteinte des objectifs de développement durable, meilleure santé, meilleure éducation, meilleur emploi, espérance de vie en augmentation, alimentation plus saine, ce n'est pas possible dans un climat qui change trop. En revanche, on peut tout à fait développer ce qu'on appelle la sobriété qui n'a rien à voir avec l'austérité. C'est pas l'austérité, la sobriété, ce n'est pas le retour en arrière. La sobriété, c'est simplement de définir collectivement nos besoins essentiels. Et rappelez-vous, pendant le Covid, les libraires, c'était des services essentiels. Donc, ça ne veut pas juste dire manger, se loger et boire. Ça veut dire aussi accéder à la culture, accéder au patrimoine, accéder à l'éducation, avoir des conditions de vie plus agréables, pouvoir continuer à pratiquer du sport, des loisirs, du tourisme, mais de qualité. Tout ça est possible dans les limites planétaires. Et là, on est en pleine COP15, vous en avez peut-être entendu parler sur la biodiversité. Aujourd'hui, la menace prioritaire, ce n'est pas tant le climat qui change, Dieu sait qu'avec ce que je vous ai raconté, voilà, c'est la crise de la biodiversité. Sauf que les services écosystémiques sont les premières ressources en termes d'adaptation. Les premières ressources. Vous êtes dans une région avec la forêt landaise, avec… il y a un siècle et demi, 2 siècles, on avait des bergers avec des échasses. Quand on voit la transformation qu'a connue toute l'Aquitaine en très peu de temps,
avec les plans de développement du tourisme, avec ce tourisme balnéaire. D'ailleurs, quand on parle d'Arcachon, on ne venait pas à la mer l'été pour se bronzer, on allait l'hiver pour respirer du bon air et se faire voir. Donc, on voit bien qu'il y a des tas d'activités qui ont changé très, très vite avec de l'aménagement. Donc, ce n'est pas du tout impossible. Mais nous sommes à la veille d'une véritable révolution. Révolution industrielle, technologique, révolution sociale en termes de mode de vie, de consommation, de fabrication. Si on n'anticipe pas, on sera condamné à courir après les crises. Ces services écosystémiques, j'y reviens, c'est ce qui va permettre demain de se prémunir des inondations, de mieux stocker l'eau, d'avoir une meilleure alimentation de qualité, je reviens à ça, de limiter le risque d'incendie, de limiter aussi la question des forêts qui sont en train de dépérir à cause des sécheresses, à cause des scolites, je ne parle même pas que des incendies. Avoir des villes dans lesquelles demain on n'aura plus de moteurs thermiques, vous avez vu ça pendant le Covid. C'est moins de bruit, c'est moins de pollution aux particules. Les pollutions aux particules, c'est 300 000 personnes qui décèdent chaque année en Europe. C'est moins d'asthme, c'est moins d'allergies. C'est des conditions d'éducation plus agréables, que ce soit dans les écoles ou dans les universités. Donc, si vous voulez, on est capable aujourd'hui, et on l'a montré, on a des territoires qui, en réalité, sont capables de faire face. La seule question, c'est de l'inscrire à l'agenda politique et de le politiser. Parce qu'effectivement, selon la taille de la commune, selon les convictions des élus, ce ne sera pas les mêmes trajectoires. Et vous mettrez peut-être plus le curseur vers d'un côté ou vers l'autre, parce qu'aussi, vos administrés mettront le curseur dans un sens ou dans l'autre. En revanche, l'objectif, il est commun. Il est d'améliorer les conditions de vie et le mieux-être. Une transition qui réduirait notre bien-être n'est pas une transition, c'est une régression. Ok, bon, merci beaucoup pour cette note d'espoir, que tout va dans ce sens du positif et du vertueux, quoi. Que voilà, c'est pas qu'un combat. L'adaptation, c'est aussi un mieux-être et un mieux-être entre nous et plus de liens et tout ce que vous avez indiqué. On va passer aux questions. C'est vrai que là, on avait fait le choix de ne pas parler des risques industriels, sanitaires, voilà, technologiques. On se cantonne aux risques naturels. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que la question du risque nucléaire, c'est les menaces composites aussi. Oui, alors voilà, et évidemment, le Blayais fait partie des centrales les plus problématiques. On a déjà vu ce qui s'est passé en 99. Donc, autant il y a une volonté de développer le nucléaire en France, autant il y a certaines infrastructures, ça risque de devenir compliqué. Alors, la remontée du niveau marin, la bonne nouvelle, c'est que dans les 20-30 prochaines années, elle reste limitée. La mauvaise nouvelle, c'est que même si on atteint la neutralité carbone en 2050, elle continuera pendant plusieurs siècles. Ça veut dire clairement qu'à un moment, oui, il va falloir se poser la question de relocaliser un certain nombre d'activités ou de fermer un certain nombre d'activités. Parce que les risques sont trop importants, y compris des risques composites. Et là, évidemment, il y a ce traumatisme énorme de Fukushima qui a beaucoup… alors, voilà, ça fait maintenant 13 ans, enfin 12 ans, c'était 2011. Mais la question, par exemple, de Fukushima, ce n'est pas le séisme qui a provoqué la panne. C'est même pas le tsunami, c'est la digue. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau est restée coincée derrière la digue qui protégeait la centrale. Et donc, alors, c'est très complexe, l'accident de Fukushima, l'accident nucléaire, mais on voit bien aussi que dans certains cas, on ne peut pas protéger tout et à n'importe quel prix. Et donc, ça rejoint aussi la question d'Étienne Saliège, c'est qu'effectivement, on va avoir des choix majeurs. Par exemple, en France, on sait bien qu'il va falloir relancer l'activité extractive d'un certain nombre de métaux. On ne va pas s'approvisionner qu'en France, mais il va falloir ouvrir des mines de lithium, de nickel. Alors, dans certains cas, comme dans l'est de la France, il semblerait qu'on a des saumures très riches en lithium, par exemple. Donc, ça pourrait permettre de relancer l'activité extractive. Ailleurs, non. Il y a effectivement un sujet qui doit se penser au niveau national, mais aussi régional et départemental. C'est le sujet de la relocalisation.
Et c'est ça l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est de réfléchir à où est-ce qu'on pose les activités, les hommes, et comment on les relie entre eux. Est-ce qu'on est sur des modèles très denses avec des vides qui servent à poser ces activités? Et donc, ça veut dire on économise les transports au sein de ces aires très denses. On limite, parce que là aussi, hein, il va falloir se déplacer moins à un moment donné. Ou bien est-ce qu'on est plutôt sur des logiques de maillage avec des villes moyennes, donc des noyaux interstitiels qui vont qui demandent en fait d'avoir des mobilités intercités plus denses en fer, enfin en rail. Il y a plusieurs options possibles. Et derrière, ça veut dire aussi effectivement d'anticiper au niveau départemental et régional les déplacements de population. Qu'est-ce qui se passe pour des littoraux, notamment des côtes basses, qui à un moment devront être déplacés? Alors, ça ne se fait pas dans les 5 ans, mais on va y arriver. On va y arriver. Certains territoires, alors quand je vous dis un territoire n'est plus habitable, on peut habiter partout. Il y a un coût. C'est ça. Au prix humain. Et à un moment, alors ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la dédensification des territoires à risque, elle se produit après des catastrophes. Une fois que le maire de Trèbes, qui est à la tête de cette commission avec le maire de Mandelieu, de l'AMF, voilà, on va enlever 40% de son bâti. C'est pour ça aussi qu'on a besoin aujourd'hui sans doute de réfléchir à de nouveaux modèles économiques autour des ressources communales. C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'activité résidentielle, que ce soit des résidences secondaires ou des résidences permanentes, qui amènent, évidemment, des revenus à la commune, hein, c'est essentiel. Est-ce qu'on n'a pas d'autre manière de valoriser le foncier? Et ça, c'est aussi un travail qui se fait localement et qui ensuite doit être accompagné au niveau national. Mais le sujet, il est très important. Alors, vous avez la chance quand même sur la région d'avoir Acclimatera, qui a été ce grand projet scientifique. Et la région est d'une certaine manière pilote, le territoire régional est pilote en ce qui concerne tout ce qui est justement solutions d'adaptation. Sachant évidemment que les viticulteurs s'y sont déjà mis, que là, sur la forêt, on va sans doute bouger. Il y a quand même les questions pour les communes touristiques qui vont se poser. Et puis tout ce qui est, donc avec notamment le problème des résidences secondaires. Quel est l'avenir de ces résidences secondaires dans une société où on se déplace moins et où on va avoir besoin de gagner des terres? Et ça aussi, voilà, parce qu'à un moment, les résidences secondaires vont devenir des actifs échoués. Autant on va accepter de payer pour que des gens qui perdent leur résidence principale puissent être relogés dans des conditions décentes ailleurs, autant les résidences secondaires, ça ne va peut-être pas marcher. Donc, tout ça aussi est à anticiper par rapport aux zones à risque et par rapport à des zonages qui parfois sont soit pas faits, soit obsolètes parce qu'ils ne prennent pas en compte tout simplement le climat qui change. La bombe à retardement, vous la connaissez tous, c'est le retrait-gonflement des argiles. Les fissures qui aujourd'hui rendent quasiment inhabitables, alors pas tout de suite, hein, mais dans quelques années, on voit bien que ça fissure partout, quoi. Oui, ça s'est beaucoup accentué cet été en Gironde. Donc, il y a beaucoup de désordre de bâtis. Et quand ça va être quand c'est sur des biens particuliers, mais quand c'est sur des biens des équipements, des équipements, des réseaux d'assainissement, les sols vont bouger beaucoup. Des ouvrages d'art, oui, c'est ce que disait Annabelle. Là, c'est encore autre chose sur les infrastructures. Sans compter qu'à un moment, des pluies diluviennes sur des sols comme ça peuvent vous entraîner en plus des mouvements de terrain. Et là, les maires des communes de l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, quand il y a eu la tempête Alex, on a 1,4 million de dommages, c'est 400 millions pour les maisons, c'est 1 million pour les réseaux. Hein. Plus d'assainissement, il faut tout refaire. Vous avez répondu aux questions. Il y avait la dernière, est-ce que la période Covid a diminué la propagation du CO2? J'ai pas vu. Voilà, oui. Alors, oui. Et on a eu l'effet rebond. Vous savez, c'est un peu comme
Comment vous dire? C'est un peu comme quand vous avez la gastro en fin d'année et que vous avez perdu vos 3 kilos avant les fêtes et que vous en reprenez 6 pendant, quoi. C'est ça. On est malheureusement en train de, pour la première année, il semblerait que nos émissions remontent. On était dans une baisse depuis maintenant plusieurs années. Alors, une baisse qui était totalement insuffisante par rapport à nos engagements, on a respecté notre deuxième budget carbone pour deux raisons. Parce que d'une part, on avait baissé notre ambition en la reportant sur le troisième, et puis surtout parce qu'il y a eu le Covid. Là, ça remonte à la hausse, sachant que comme il fallait rehausser les ambitions du troisième budget et qu'en plus, l'Europe ayant rehaussé ses ambitions, la France a rehaussé ses ambitions, et qu'en plus, le puits de carbone forestier est moins en forme que ce qu'on pensait, les contraintes d'atténuation vont devenir extrêmement fortes. Et là aussi, l'argument il faut que les Chinois s'y mettent, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que si on veut atteindre la neutralité carbone, on est à peu près 200 pays à émettre entre 0 et 2% des émissions mondiales. Ça fait 37% du total. Si chaque pays de ce groupe-là dit « moi, je ne fais rien », on explosera les 2 degrés. Même si la Chine s'y met, et la Chine est en train de s'y mettre. Même si les États-Unis s'y mettent. Et donc, si vous voulez, derrière, l'argument de l'atténuation, il est d'autant plus important que, évidemment, vous êtes beaucoup moins crédible à l'international quand vous expliquez que, alors vraiment, les Chinois, il faut baisser, mais nous, on s'en fiche. Mais surtout derrière, une fois que les grandes puissances auront engagé ces effets d'atténuation, ça veut dire qu'elles seront passées à du bas carbone. Tout ce qui sera carboné deviendra un actif échoué. Tout ce qui sera carboné deviendra un actif. Et donc derrière, en fait, on ne pourra plus rien vendre. Et vous voyez d'une certaine manière le retard qui a été pris en France sur les véhicules électriques par rapport aux Allemands, mais aussi par rapport aux Chinois, c'est que demain, en fait, on n'est pas capable en France de répondre à la dépense. Donc, c'est aussi là que tout ce qui est innovation, PME et les liens avec l'université à Bordeaux, qui est quand même un IDEX, enfin, il y a aussi des choses à construire sur les filières, sur les PME, sur des modèles de districts industriels qui ont fait leurs preuves, y compris d'ailleurs sur l'excellence agroalimentaire. Parce qu'il va falloir aussi travailler pour ne pas trop perdre en qualité nutritive. La chaleur et l'humidité, c'est très bien jusqu'à un certain point. Ça ne l'est plus au-delà d'un certain seuil pour les animaux. À 2 degrés de réchauffement humain, les écosystèmes sont poussés aux limites de leur capacité d'adaptation. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un effondrement généralisé des espèces. Et là, on ne sait pas faire. On va pas on nous explique qu'on va polliniser avec des drones. Ouais, on peut avoir des doutes. Ça va coûter très cher. On pourra. Oui. Je vous l'ai dit, on peut aller vivre sur Mars. Mais on n'ira pas à 9 milliards de personnes sur Mars. On n'ira pas à 55 millions d'habitants. Enfin, maintenant, on est à 60, je ne sais plus combien, 67 millions. On n'ira pas à 67 millions de Français sur Mars. Alors, on avait une dernière question sur le PLU, en fait. Mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est l'idée que chaque territoire ou chaque commune, il faut réfléchir à ce diagnostic de vulnérabilité sur ses ressources. Alors, ce qui est très important, en fait, aujourd'hui, c'est que le PLU, c'est finalement cette occasion de travailler en lien avec notamment vos PCAET, les plans climat, énergie, territoriaux, en lien aussi avec le SRADET régional, mais c'est surtout PCAET, PLU, PPR, plan de prévention des risques, PPRI, PPRT, PPR, il y en a plein maintenant, les parcs forestiers. Donc, en fait, c'est l'idée de faire de ces PLU. Ces PLU, quand ils fonctionnent bien, pour être allé, il y a un mois de ça, j'étais au Havre, sur la communauté de communes du Havre, l'AGLO. C'était extraordinaire parce que c'est vraiment le moment où on peut discuter. C'est-à-dire que c'est une occasion de monter en compétences, de sensibiliser, mais aussi de former les élus de toute génération, d'échanger sur des mesures concrètes, parce que comme je vous l'ai dit à un moment, c'est territoire par territoire, c'est commune par commune. Il n'y a pas les mêmes problèmes, et donc il faut de réaliser les diagnostics qui manquent, de mutualiser les ressources à l'échelle des intercos pour pouvoir lancer les diagnostics avec l'appui des services de l'État, avec l'appui du CEREMA. Je vois que le CEREMA est là. Il y a énormément de ressources, y compris d'ailleurs aujourd'hui dans les universités à travers des partenariats publics-publics qu'on peut monter pour justement faire les études, notamment les études sur le social. L'ADEME aujourd'hui est vraiment porteur dans certains sujets, sur la décarbonation, sur la question des scénarios ADEME qu'ils ont fait sur les mobilités. Donc, le PLU, c'est vraiment l'occasion
de poser les choses et de mettre en conformité le PCAET, le PLU et les PPR. Et d'avoir cette logique-là de réflexion. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps et derrière ensuite se projeter en se disant, voilà, le PLU doit être adapté aujourd'hui à un climat qui change. Pour le dire très brutalement, on a connu cet été une anomalie thermique à 3,3 degrés. Si cet été est la norme dans 20 ans, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à des extrêmes de plus 4 degrés. L'adaptation, elle ne se fait pas à plus 2, mais à plus 4. Et c'est probablement ce qui sera d'ailleurs choisi dans le prochain plan national d'adaptation. Donc, on a un collègue qui dit qu'il a plein de questions à vous poser. Mais... oh bah moi, je suis là. En off, voilà. Le recyclage des batteries, juste sur tout ce qui est véhicule électrique, il faut être conscient qu'il faudra de toute façon diminuer ses mobilités. On ne pourra pas uniquement travailler sur l'efficacité, c'est-à-dire sur des solutions techniques qui permettent de consommer moins. Il faut consommer excusez-moi, on a déjà des élus, quand on dit sur des documents d'urbanisme, qui nous parlent de non-mobilité, quoi. Qui ont bien compris que… Là aussi, la mobilité, il faut quand même rappeler que 95% des mobilités se font dans un rayon de moins de 5 km. Là aussi, ces moyennes n'ont aucun sens. Dans une commune rurale qui est définie par la distance à tout, évidemment, on n'est pas sur ces sujets-là. Dans la sobriété, on peut évidemment rentrer plusieurs choses. Il y a bien sûr les mobilités décarbonées. Je le répète, il y a certains cas, les pompiers, tout ce qui est personnes aux soins, enfin, il y a un ensemble de métiers qui ont besoin de se déplacer en voiture individuelle. Et donc, dans ce cas-là, c'est de la mobilité électrique. Dans les centres-villes, on ne devrait plus voir de voitures. Enfin, à Bordeaux, pour y être allé encore il y a… On peut marcher, c'est une ville ultra agréable en plus. On peut marcher, on peut faire du vélo, on peut prendre le tram qui est vraiment super. Vous avez des systèmes de bus et de navettes cadencées. Enfin, je veux dire, on peut faire des choses. Ça ne va pas se faire en un an, on est d'accord. Mais c'est des investissements qui, en fait, vont être rentables. Entre les deux, il y a aussi des solutions aujourd'hui de réaménagement pour baisser les mobilités. Alors, ça peut être dans certains cas du télétravail. Mais le télétravail, ça veut dire aussi de revoir l'organisation du logement. Vous ne télétravaillez pas à 2 cadres si vous êtes dans du petit logement. Ce n'est pas vrai. En revanche, on a aujourd'hui la possibilité de créer, par exemple, dans le renouvellement urbain, vous reconstruisez la ville sur elle-même, les rez-de-chaussée vont être consacrés à des plateaux partagés de télétravail. Ça a un double avantage. Vous allez pouvoir mutualiser de l'espace, le louer. Si jamais demain il y a une inondation, ce n'est pas très grave parce que vous perdez de l'ordinateur. Ce n'est pas comme si vous perdiez une centrale électrique ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire aussi que pour les gens, ils ne sont pas tout seuls chez eux, donc ils voient du monde, mais à une distance pas trop éloignée de leur lieu de travail. Ça veut dire aussi que vous pouvez vérifier les questions de cybersécurité, tous ces enjeux-là qui sont extrêmement importants. Et puis, ça veut dire que vous gardez des surfaces habitables qui sont limitées. Voilà, ça peut être ça. Et on voit aussi que dans ces espaces mutualisés, notamment dans les grands collectifs, avoir la crèche, avoir par exemple les structures pour laver son linge qui vont être mutualisées. Ça existe aux États-Unis depuis des années. Vous avez dans les sous-sols, vous lavez le linge, vous séchez le linge, etc. Ça veut dire aussi des jardins au niveau de la collectivité qui font baisser les lots de chaleur, qui créent des espaces réfrigérés. Ça veut dire aussi que derrière, vous pouvez gérer votre compost, donc vos déchets. Ça veut dire aussi que vous pouvez mettre des systèmes d'assainissement à la maison pour recycler notamment la séparation eau de pluie, eau usagée, utiliser aussi pour irriguer. Et donc là, vous êtes dans des situations où vous vous retrouvez avec, là encore, du service écosystémique. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses. Et évidemment, cette solution-là, elle est très bien en centre-ville dense. Vous n'allez pas faire ça dans un village classé rural. Mais là, il n'y a pas forcément besoin. Donc, vous voyez, on a vraiment des tas de systèmes qui permettent aussi de limiter les mobilités. Pour limiter les mobilités, il y a une chose essentielle, c'est de retrouver du petit commerce en centre-ville. Et qui dit petit commerce en centre-ville, dit emploi non délocalisable, dit aussi relocalisation des filières productives. Pourquoi aller consommer des légumes que vous avez produits, qui sont passés par Rungis, qui reviennent à Bordeaux, alors que vous pourriez avoir tout ça en commerce local? Alors évidemment, ça ne va pas plaire aux grandes surfaces. Bon, on est d'accord. Voilà. On est d'accord.
Mais vous voyez, il y a quand même des… Et donc ça veut dire du petit commerce, ça veut dire aussi du service. Dans le rural, c'est par contre, effectivement, les plateformes de services mutualisés. Et donc, ça redemande aussi de retravailler sur la question du service public parce que ces services, ils permettent aussi de limiter les mobilités et de les consacrer à ces mobilités essentielles. Avec des systèmes là aussi de passe. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut inventer, y compris en lien avec le privé, y compris en lien avec l'associatif. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est tout ce qui va être demain les délégations et les contractualisations pour les services publics. Je pense à l'eau, par exemple, où on va avoir des problèmes sur les obligations de moyens et de résultats, parce que qu'est-ce qui se passe avec votre opérateur pour apporter l'eau l'été, quand il va y avoir des pénuries d'eau. Donc, vous voyez, derrière, c'est aussi accompagner les communes dans les négociations avec le secteur privé, dans les contrats qui sont signés. Parce que le climat qui change, il est aussi là-dedans. Il est dans les finances, il est partout en réalité. Et derrière, la crise de la biodiversité et tout ce qui va avec. Il n'y a pas plus transversal, quoi. Il n'y a pas plus transversal. Mais en fait, c'est parce que, d'une certaine façon, quand on est un élu local, on gère un territoire avec ses ressources, avec ses contraintes. On l'a toujours fait. Simplement, on a tendance à hiérarchiser les menaces et à prioriser en fonction de l'actualité, en fonction d'une évolution de valeur, etc. Et c'est ce que je vous disais avec le tourisme. Pendant très longtemps, on considérait que se mettre au soleil, c'était une abomination absolue. Et donc, on venait l'hiver. Demain, on pourra peut-être considérer que le tourisme se fait en local, sur du patrimoine, voilà, ou des formats plus longs. On va aussi changer les vacances. Hein. Là aussi, quand vous allez avoir des étés extrêmement chauds, il va peut-être falloir décaler les rentrées, il va falloir décaler les périodes d'examen. Donc, on va aussi s'adapter. Donc, ça veut dire que forcément, on aura peut-être moins de mobilité, mais plus proche, moins de touristes étrangers. Voilà. On voit bien qu'il y a une multitude de solutions et que chaque contexte, chaque territoire doit trouver ses solutions. On a la grille générale de solutions. Voilà. Après, c'est territoire par territoire. De la même façon que votre médecin, il a la grille des posologies, mais il va adapter parce que sinon, vous avez deux petits vieux du même âge, ou deux nourrissons, ils voudront, ça marchera. Il y en a un, ça marchera, et il faut réorienter. Et des fois, on va se planter. Hein. On va se planter. Simplement, les solutions sans regret sont les meilleures. Et il faut avoir conscience que dans certains cas, de toute façon, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. OK. Bon, merci de votre attention. J'ai trop parlé, comme d'hab. Merci beaucoup.